Bonjour à tous. Je vais vous présenter ma thèse professionnelle pour le MBA MCI sur l'inclusion et la neurodivergence. Donc, comme vous avez pu le voir en début de vidéo, nous sommes 7 millions à être concernés par les troubles 10. Donc, c'est un besoin urgent et même absolu de l'inclusion de ces personnes-là. C'est quand même une grosse proportion sur la population française qui, nous, on est de 65 millions d'habitants. Donc, 7 millions, c'est quand même un gros chiffre sur le total. Donc, c'est vraiment très important de les inclure. Et bien sûr, dans la neurodivergence ou dans les troubles 10, ces individus-là ont des capacités ou des soft skills hors normes, que moi je dirais même des super pouvoirs, qu'on verra par la suite dans ma présentation. Donc, mon sujet de thèse porte sur en quoi la transition numérique inclusive des personnes 10 peut-elle stimuler l'économie et renforcer la marque employeur des entreprises, et quels sont les avantages organisationnels, culturels, en termes d'innovation et de productivité. Comme je vous ai dit, nous, les troubles 10, donc on n'a pas de pictogramme attitré, vu que c'est un handicap invisible, mais sur la page que vous pouvez voir actuellement, donc c'est la déficience visuelle, le handicap moteur à votre droite, les handicaps psychiques et mentaux en bas à gauche, et l'handicap auditif. Donc voilà, comme nous, on est des handicaps invincibles, ça se voit pas forcément. Donc, dans la vie quotidienne, il y a beaucoup de préjugés. Nous devons mettre en place beaucoup de moyens de compensation ou même de courage pour pouvoir en parler ouvertement. Donc, la constellation des 10. Donc, pourquoi la constellation des 10? Parce que nous avons pas thèmes, mais sept troubles, donc, qui représentent aussi comme la grande ours, où il y a 7 étoiles. Donc, dans la constellation des 10, nous avons la dyslexie, tout ce qui est le trouble de l'apprentissage de la lecture. La dyspraxie, c'est tout ce qui est les troubles du développement moteur, donc ce qui peut affecter tout ce qui est le geste. La dyscalculie, c'est les troubles spécifiques des apprentissages des mathématiques. La dysphasie, c'est tout ce qui est les troubles sévères du langage. La dysorthographie, c'est un trouble de l'orthographe. Et tout ce qui est aussi les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et comment ça se manifeste? Donc, le langage, c'est la dysphasie. Donc, par exemple, des complications sur l'interprétation des mots, sur la prononciation des mots. Nous avons aussi la coordination motrice, donc c'est la dyspraxie. Donc, des troubles tels que, par exemple, utiliser un stylo ou tenir son stylo et pouvoir écrire. Donc, tout ce qui est aussi de l'attention, c'est les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité. Par exemple, de rester concentré une certaine période, ou être très concentré une certaine période et l'autre période de tout relâcher. La perception, c'est la dyslexie, par exemple la perception des sons, des mots dans l'environnement qui nous entoure. La mémoire instantanée ou à court terme aussi qui peut être défaillante, pardon. Et aussi les fonctions visio-spatiales, donc tout ce qui est dans gérer le temps et l'espace-temps. Et les fonctions exécutives telles que des tâches basiques pour les non-handicapés, par exemple faire ses courses. Faire ses courses dans un lieu où c'est trop bruyant, où il y a trop de stimuli pour les personnes qui sont troubles 10, bah, ça peut être une épreuve. Et quel est l'impact de l'inclusion des 10 pour la réussite de demain? Alors, bien sûr, nous avons des soft skills comme des super pouvoirs. Donc, il y a de l'autonomie, de l'adaptabilité, flexibilité, capacité à apprendre rapidement des concepts, résolution de problèmes complexes, un esprit critique, de la créativité et de l'inventivité, et aussi un sens du service et de l'engagement. Tous ces soft skills sont des soft skills qui sont bons à avoir pour les prochaines années, surtout avec la recrudescence des intelligences artificielles. Nous, on demandons beaucoup d'adaptabilité et de flexibilité, pardon, excusez-moi, telles que par exemple la flexibilité pour tout ce qui est le télétravail. Après la crise du Covid-19, on avait besoin de personnels qui sont flexibles et adaptables à n'importe quelle situation urgente. Donc, les dyslexies sont très bons pour cela. Capacité à apprendre rapidement
des nouveaux concepts, des nouveaux outils. Donc, où on est dans un monde où on a besoin de rapidité et de connaissances vraiment rapides et pouvoir exécuter, les dyslexiques sont très bons dans ce domaine-là. Aussi dans la résolution de problèmes complexes. Ils sont bons aussi à avoir l'abstrait, c'est-à-dire l'abstrait où nous avons cette capacité à comprendre l'abstrait avec le réel, c'est-à-dire dans dans une situation d'entreprise, par exemple, d'innovation. Nous avons besoin de, d'aller au-delà du réel, c'est-à-dire de voir euh, tous les détails au-delà de, comment vous dire ça, que nous, au-delà des théories. C'est assez complexe, hein, on va expliquer. Et bien sûr, l'esprit critique. Au-delà, par exemple, avec toute la reconnaissance de ChatGPT, par exemple, je vais demander à ChatGPT, est-ce que la Terre est plate? Il va me dire non. Bah, moi, je vais chercher je vais essayer une curation, c'est-à-dire je vais curer sa réponse à voir si elle est vraiment vraie. Donc, lui, il me dit que la Terre est plate. Donc, moi, je me dis, bon, je vais voir chez Copilot ou dans une autre intelligence artificielle si c'est la vérité. Copilot m'a dit qu'elle est ronde. Euh, Mistral va me dire aussi qu'elle est ronde. Donc, cet esprit critique de toujours aller au-delà de la première réponse. C'est vraiment très important dans l'innovation actuelle de notre société. La créativité, hein, qui englobe tous les secteurs, que ce soit dans la pub, que ce soit dans la finance, le fait de créer des nouveaux concepts, des nouveaux, des nouveaux produits, c'est vraiment un soft skill qu'on a besoin dans n'importe quelle entreprise ou organisation. Et un sens du service, le faire du bien autour de soi et de l'engagement. Les dyslexiques ont besoin de vous pour pouvoir travailler. Enfin, c'est-à-dire pas dans le sens d'avoir besoin, mais pour avancer plus vite et plus loin, on a besoin d'une équipe. Donc, on a ce côté très humain du sens du service. Quand vous donnez, on rend et on rend beaucoup plus. Et cet engagement crée une fidélité dans nos entreprises où on en a vraiment besoin, où le turnover est vraiment très bas. Donc, dans tous les soft skills, je vous ai pris trois. Donc, l'impact des couleurs. Donc, c'est la clé de la créativité et de l'inventivité. Là, c'est Terry Goldenstein. Malheureusement, j'espère que vous aurez le son, mais on va regarder une petite vidéo qui dure 1 minute. C'est un short. You know, when we're very small, we learn things. We learn that red means hot or it means cinnamon. You know, we learn these experiences about color. And we have to understand that color is the first identifier we've ever really learned about. That's how we identify our parents, you know, their color, their shape. That's how we recognize them if we're able to see. So, because of that, we want to pick colors that translate the right associative emotional qualities to it. So, if I'm working on a brand and I'm talking about the brand so cooling, I'm not going to make the brand red. You know, that just wouldn't make sense. It would be counterintuitive to what I'm trying to accomplish. En espérant que vous avez eu le son ou un petit peu plus voir. Vous avez eu le son, c'est super. Donc, elle dit bien que la couleur, c'est le plus important. Et là, je vous ai mis à votre gauche donc tous les principes du chef Sync Séquence qu'elle a elle a pu améliorer dans toute sa carrière avec ses clients. Donc, cette dame-là, Terry Goldesman, elle est aussi dyslexique. Donc, nous, bah, les dyslexiques, notre problématique, c'est les mots. Donc, elle s'est dit, bon, nous, si on a cette problématique de mots, on va utiliser nos points forts. Donc, nos points forts, c'est les couleurs et les formes. Donc, elle s'est dit, si, en tant que n'importe qui, hein, elle s'est dit, bon, on va mettre en premier les couleurs. Donc, le plus important, c'est les couleurs. Par exemple, on va prendre une marque très connue, hein, on va prendre Duracell, grâce à ces petites piles roux, marron et noir que vous pouvez voir juste en bas. Donc, en premier lieu, on se fait de suite que c'est Duracell sans avoir avoir le nom de marque, juste avec les couleurs, on sait de suite que c'est Duracell, le noir et le marron et le noir. La forme aussi de la pile, le shape en deux.
Donc c'est important. On sait que c'est une pile, on sait que c'est d'énergie. Et bien sûr, il y aura le symbole. Le dernier symbole, ça sera le logo. Donc le logo de Duracell, c'est la fameuse petite mascotte humanisée. Et bien sûr, à la fin, les mots. Donc les mots, ça sera le logo en mots Duracell, qui sera bien sûr impactant, mais ça sera le dernier. Et aussi, bien sûr, elle en parle vous pouvez même le voir un peu plus dans la thèse, elle parle plutôt aussi dans le retail. Comment aussi diriger les clients vers un produit. Parce que nous avons que 5 secondes de, de, d'action. C'est-à-dire, dans ces 5 secondes-là, il faut de suite que le client voit notre produit. Donc voilà, elle explique la couleur, shape, symbole. C'est comme ça, parce qu'on n'aura pas le temps de lire toute la marque, Duracell Plus, etc. Non, le premier lieu, c'est le mot, c'est la couleur et les shapes. Donc, elle explique, elle disait, voilà, dès qu'on arrive dans un centre commercial, dans un magasin, il faut de suite que notre client voit notre produit. Et voilà, c'est tout un principe que vous pouvez retrouver dans ma thèse. Et maintenant, je vais vous présenter un deuxième soft skill. You know, C'est résoudre des problèmes complexes aussi simples qu'un montage d'un meuble Ikea. Et là, c'est Yvgar Kamprad, le PDG, le créateur de IKEA. Et je vais vous présenter une petite vidéo de 4 minutes, comment il a transformé sa dyslexie en force d'innovation, de créativité, et qu'aujourd'hui, bah, IKEA soit l'une des plus grandes entreprises dans le monde. We're going to talk about how dyslexia helped create IKEA. We're going to talk about how dyslexia helped create IKEA, or IKEA. Let's not argue about how to pronounce it. This is a VW Beetle with a ton of boxes on the roof rack. As we all know, with IKEA, you're tempted to buy so much and load up your car with it. It's inspired by an article by Virgin.com about how dyslexia helped create IKEA. Thank you for that article. It will be referenced below. So the story goes that there was a boy in Sweden who struggled at school with reading and writing. But in spite of his difficulties, he ended up performing well in his studies. It might have been because his father rewarded him with money for it. And this boy ended up taking that money and creating a business with it. And he called that business IKEA. At age 17, he started this business, and the founder, his name, Ingvar Kamprad, and he left the legacy of IKEA. We're talking about how his dyslexia here was so influential. It highlights the positive impact of dyslexia, because what Ingvar did was he focused on the things that he was good at, and he found areas that he excelled in instead of concentrating on the areas he struggled. And it's a fascinating case study for other innovators out there. So what he did was he created a mail order business. And his job, ironically, was to actually deliver the products to people's houses, which was one of the motivations behind why he started IKEA as a self-building project for people to build their own furniture rather than it being delivered. People picked it up themselves. This is a picture of a milk truck, because he used a milk truck in the early years to deliver a lot of his furniture. And out of this problem emerged IKEA. This is one of the classic signs of a dyslexic, which is finding a problem and solving it. So for him, the individual numerical codes were a real struggle for him to remember. So he created a new system with individual names for the furniture, Swedish names. And then the next thing was he had to create a way which people were happy with to assemble their own furniture. And before IKEA came along, it was a real trouble assembling furniture, and the instructions were complex. But he changed a lot of that. With his dyslexia, he created visual instructions, and it was perfectly visual, and it actually made some sense, although it's still hard to build a lot of the furniture. And that's part of IKEA's iconic appeal, because it is actually possible to build this furniture because of the way he solved that problem. And that's a very dyslexic skill.
Now, as this article we're referencing says, it's useful for us to take a moment to remember the role of dyslexia in creating these solutions that we take for granted now, like the Allen keys use in putting together all this furniture, that when we pick up that Allen key and start putting together these iconic products, bookcases and desks, we remember that it was dyslexia that solved and created a lot of these solutions. And Ingvar Kamprad embraced, harnessed his dyslexia and left this legacy of IKEA or IKEA to all of us. This is a video done by Mindmap Studio. And if you want to watch more videos like this, click the link below. Et voici comment Iviar Kamprad a utilisé sa dyslexie pour créer un empire du meuble. Donc, dès son plus jeune âge, hein, il a commencé à monter cette entreprise avec son père qui a eu quelques sous pour qu'il investisse dès ses 17 ans. Donc, au tout premier lieu, IKEA, c'était vraiment du transport de meubles. Après, petit à petit, il a commencé à prendre du nom dans toute sa région, qu'il a voyagé un peu partout où il habitait. Et il s'est rendu compte, en fait, pendant ces transports, qu'il avait du mal pour mémoriser les lieux. Donc, lui, il prenait plus les noms de villes, utilisait les noms de villes et les noms de fleuves de sa région pour pouvoir s'organiser et se diriger dans les bons endroits. Et donc, c'est là vient l'idée des noms des meubles, en fait, Ikea. C'est des noms de villes de chez lui ou des noms de fleuves ou que n'importe qui peut facilement mémoriser. C'est comme la Seine. C'est comme si demain je faisais un meuble et je l'appelais la Seine. Tout Français connaît la Seine ou le Rhône. Donc, c'est des mots très généraux qui sont faciles à mémoriser. Et donc, c'est là qu'est venu ces succès de ces meubles et aussi ces succès de productivité. Et il a aussi tout ce qui est... pardon? Non, je disais, Akoshboger, c'est pas facile à mémoriser pour nous, hein. Ah non, du tout, du tout. Après, pour eux, c'est beaucoup plus simple. Mais à l'heure d'aujourd'hui, après, je sais pas, après, c'est mon avis. Quand je vois les mots des meubles de JK, je sais, là, je suis pas forcément client, mais il y a un meuble très connu, je connais plus tout le nom, mais qui c'est de suite, c'est le meuble le plus simple, le plus classique. Je sais plus comment il s'appelle. Mais, mais pour continuer dans cette réflexion-là d'Ilgar Kamprad, donc il a, il a, comment dire, il a facilité, en fait, il a facilité il a vu, en fait, certains problèmes complexes pour lui. Donc, il a toujours voulu les résoudre. Et l'effet de les résoudre, c'était des stratégies commerciales, des stratégies marketing, comme la fameuse clé, une seule clé pour pouvoir monter tous les meubles. C'est lui qui a eu cette innovation-là qui facilite en fait la vie de n'importe qui. Et au peu plus tard, vous allez un peu plus voir pourquoi je vous dis cela. Mais par exemple, sur un autre soft skill que j'ai pu trouver, c'est l'esprit critique. Et là, c'est selon Einstein, la marque des génies. Je vais vous laisser, c'est une petite vidéo aussi d'une minute 40. Je vais pas tout vous mettre, mais ça explique qui est Einstein. Je pense que vous le connaissez tous, hein. Et c'est pour vraiment vous expliquer pourquoi il a l'esprit critique et pourquoi c'est l'un des génies d'aujourd'hui. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi, ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui, lui? Un jour, une question. C'est qui Einstein? Né en Allemagne en 1879, Albert Einstein est l'un des plus grands scientifiques du XXe siècle. Pourtant, enfant, il était considéré comme un mauvais élève, distrait et indiscipliné, incapable de travailler de façon scolaire, mais passionné par les maths et la physique. Il s'est instruit seul, en lisant des livres. Mais au fait, il est connu pourquoi Einstein? Le domaine d'Einstein, c'est la physique théorique. Il essayait d'expliquer comment fonctionne l'univers. Selon lui, le temps n'a pas de valeur absolue. Il dépend de notre position dans l'espace et de notre vitesse. C'est ce qu'on appelle la relativité.
Par exemple, si un homme pouvait voyager dans un vaisseau à une vitesse proche de celle de la lumière, ceux qui sont restés sur Terre vieilliraient plus vite que lui. Les théories d'Einstein ont beaucoup inspiré les auteurs de science-fiction, qui y ont puisé le concept des univers parallèles. On lui doit aussi l'équation la plus célèbre au monde, E égale mc2. L'énergie égale la masse multipliée par la vitesse de la lumière au carré. Cela signifie qu'on peut dégager une énorme quantité d'énergie en cassant un seul atome de matière. C'est le principe sur lequel fonctionnent les centrales nucléaires, mais aussi la bombe atomique, utilisée en 1945 par les États-Unis contre le Japon. Einstein, qui se sentait indirectement responsable de la création de cette arme terrible, a milité pour la paix jusqu'à la fin de sa vie, en 1955. L'une de ses plus belles citations, l'imagination est plus importante que le savoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo aussi. L'esprit critique selon Einstein. Pourquoi? Bien sûr, pour trouver la théorie de la relativité, il y avait bien avant des chercheurs comme Watson qui avait dit que je pourrais pas vraiment vous expliquer, c'est vraiment très compliqué, mais quand on prend l'exemple, c'est une boule qui est dans un trampoline. En fait, la boule va donner un poids, et si on mettons, par exemple, une petite boule un peu moins lourde, par exemple, celle-ci, elle fait 10 kilos et elle a fait juste 2 kilos, elle va elle va graviter autour de la grosse boule parce qu'elle l'attire. Mais en fait, dans la première théorie de Watson, il disait que, en fait, on voyait ce fameux trampoline. Mais lui, Einstein, il disait, mais non, il n'y a pas ce trampoline. J'essaye vraiment de vous simplifier le schéma. Et il disait que non, il y a pas ça. Comment vous pouvez le voir? Parce que nous, c'est invisible. Et donc lui, il disait, mais il n'y a pas de courbe. Donc ça vient de là, en fait, c'est grâce à son esprit critique, au-delà de la première réponse, à dire, mais non, c'est pas comme cela, il y a encore plus. Donc il a donné son esprit critique et finalement il a trouvé la réponse qu'aujourd'hui, toute industrie et tout physicien en astrologie, en chimie, euh, félicite sa, sa découverte. Et les troubles 10, c'était un levier inattendu pour la transition digitale. Donc oui, c'est des outils simples et accessibles pour tous. Donc comme je vous ai dit, quand on a des troubles 10, on a des problématiques dans la vie de tous les jours. Donc l'attention, d'écrire sans faute d'orthographe, nos gestes. Donc on a besoin d'outils. Et tous ces outils sont accessibles pour tous. Et n'importe qui soit handicapé ou non, peuvent les utiliser. Par exemple, le Kahoot. Ceux qui ont des troubles de l'attention, nous pouvons faire des quiz. Et c'est des quiz qui sont interactifs, qui sont vivants. Et donc, si on a des troubles de l'attention, on sent pas qu'on s'ennuie, mais qu'on lâche un peu notre attention, un Kahoot, hop, ça stimule. Ça stimule n'importe qui, n'importe quel élève. Antidote, c'est un correcteur orthographique. Vous faites quelques petites fautes d'orthographe, vous pouvez l'utiliser. Donc, par exemple, si vous voulez faire un mail très important à l'un de vos clients, vous avez Antidote, il y a 0 faute. Nous, en tant que dyslexique et moi, en tant que j'utilise. Donc, sans cela, je fais énormément de fautes. Ça peut être compliqué. Nuance. Nuance, c'est dragon. C'est-à-dire, je vais parler, il va retranscrire ma parole en écrit ou sinon ma parole en action. Euh, Pourquoi c'est accessible à tous, nuance? C'est par exemple sur votre iPhone ou sur votre Android, vous avez tous les applications natives de reconnaissance vocale. Par exemple, Siri. Siri, ça vient de nuance. Tu vous dites à Siri, voilà, est-ce que tu pourrais m'écrire un mail pour un tel, un tel? Il va te l'écrire. Il va demander qu'est-ce que vous voulez que j'écrive. Il va l'écrire à votre place. C'est la même chose avec nuance, mais c'est pas autant automatique. C'est vous parlez, votre message s'écrit. Bien sûr, il y a aussi le cartable fantastique qui permet d'avoir des cours physiques et des cours numériques. C'est pour toutes les personnes qui sont dyspraxiques. Donc, ça permet de faire des cours interactifs, des cours avec des couleurs, des cours avec des sons, pour que n'importe qui avec n'importe quel handicap puisse l'utiliser. Et même si on n'a pas de handicap, on peut l'utiliser.
Un grand merci à Jean-Paul pour Miro. Ça nous permet d'utiliser des cartes mentales. Nous, on est très visuels, nous les 10, et cartes mentales dans n'importe quelle entreprise qui font de la stratégie, d'avoir des organigrammes par-ci, par-là. Hop, carte mentale, ça permet de lire et de comprendre très vite. Et bien sûr, nous avons les chats GPT. Bah, ChatGPT, n'importe qui l'utilise. Nous, on l'utilise pour moi. Par exemple, moi, j'utilise pour écrire des textes, pour corriger plus rapidement que d'aller sur Antidote. Et n'importe qui peut l'utiliser. C'est accessible à tous. Et les troubles 10, un avantage dans nos organisations. Donc, les théories comme réponse de George C. Romans, pour tout ce qui est l'échange social de Claude Lévi-Strauss, c'est aussi dans la théorie du don. Et bien sûr, le plus connu, c'est Mauss. Pour sa théorie du don, ça vient vraiment de tout de lui. Donc, ça vient de Mauss. Après, Claude Lévi, ça a redonné un peu de sens à cette théorie avec l'échange social ainsi que George C. Romans. C'est-à-dire, comment je pourrais vous expliquer ça? Et c'est là, comme je vous ai dit au début de la thèse, l'abstrait. Donc, les théories du don, du signal et de l'échange social, de l'abstrait au réel. Comment ça prend forme avec les 10? Là, je vous ai fait un schéma que je commence tout juste. C'est assez délicat de vraiment vous les expliquer. Je vous prends 30 secondes et après, je vous donne la parole. Mais si nous partons, par exemple, là, c'est l'entreprise. Donc, si l'entreprise, alors là, c'est l'entreprise. Là, c'est une politique d'inclusion. Là, c'est les neurodivergents. En violet, c'est les employés. Toujours là, c'est l'entreprise, mais en image de marque. Et juste là, c'est le client. Donc, on va aller partir de l'entreprise. L'entreprise fait une communication sur l'inclusion des neurodivergents. Elle est ici. Donc, cette politique ou cette communication va toucher les, euh, les individus concernés, donc les neurodivergents, les troubles 10. Mais les troubles 10, donc, ils vont recevoir ce don de l'entreprise, par exemple, aménagement, de les mettre en avant. Donc, ce don-là, les neurodivergents vont redonner avec, par exemple, de la confiance, de la performance, du partage de connaissances, et donc vont redonner cette partage de connaissances à l'entreprise ou de performance. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a deux flèches. Et aussi donner tout ce savoir à ses collègues. Donc, oups, pardon, je reviens sur la slide juste avant. Donc, ça peut aussi redonner on redonne aussi à nos collègues. Donc, du savoir, du, de la performance, de l'empathie, de l'engagement qu'on donne à nos collègues. Et ces collègues nous redonnent aussi. Donc, on fait un don, on a un redon. Donc, le second don d'un collègue, bah, peut-être c'est leur empathie, c'est de leur, euh, leur fidélité, leur performance, leur, euh, leur solidarité. C'est, c'est donnant-donnant. Donc, une fois qu'on a reçu, il y a encore une deuxième étape. Donc là, ça va être plus une étape client, parce que là, c'est interne. Donc, une fois qu'on a donné, là, on va maintenant dans le côté client. Donc, une fois qu'on a eu la politique, qu'on a eu le don, et après qu'on a eu le contre-don, bien sûr, il y a l'échange social entre collègues, comme je vous ai pu vous le dire. Et il y a aussi les signaux. C'est très important parce que là, comme je vous ai dit, on était en interne, maintenant on est en externe. Donc, il y a aussi les signaux, donc la théorie des signaux. Donc, c'est-à-dire maintenant, ce qui est bien avec le digital, les signaux, c'était de l'abstrait avant. Donc, c'est par exemple, j'arrive j'arrive en entreprise avec le sourire, c'est super. On voit avancer, c'est un signal. On comprend que peut-être l'employé est heureux. Maintenant, les signaux, on peut les traduire grâce au digital, grâce aux réseaux sociaux. C'est-à-dire, si l'entreprise met une politique d'inclusion, on peut réagir sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, avec un cœur, avec un pouce, avec un commentaire. Et ces signaux-là, on doit les interpréter. Donc, on peut comprendre que les, la, que, la, que nos engagements politiques, RSE, etc., font de l'attention. Donc, il y a ces signaux-là qu'on nous, on donne
les neurodivergents, par exemple avec des commentaires ou des témoignages, et aussi les signaux des employés non handicapés. Par exemple, c'est le repartage, c'est d'aller au stand, c'est, comme je vous dis, grâce au digital, on peut le savoir. Par exemple, si on va à un stand, on peut le noter. Ah bah, ils sont venus au stand. Il y a 30-40 personnes qui sont venues à ce stand. L'année dernière, il n'y en a eu que 35. On a augmenté. C'est des signaux qu'on peut comprendre. Et ces signaux-là, maintenant, les clients aussi les interprètent. C'est pour ça qu'il y a cette petite boucle et il y a des petits points en pointillés. Parce que le client, lui, il aura ses signaux, les signaux et les théories du don, parce qu'il est en contact avec les employés, mais aussi, quand vous regardez bien, dès le début, parce que là, c'est la politique, leur politique inclusive, mais elle vient d'ici aussi. Elle redescend, elle se revient là. Donc le client peut l'intercepter, soit dans la vie de tous les jours, dans la pub ou dans les réseaux sociaux ou à la télé. Donc, il a une première, il peut captiver là, mais aussi peut le captiver directement en interne avec les personnes concernées. Et ou sinon, via les autres communications des employés. Et tout ça, en fait, c'est un grand cercle où il y a du don, contre-don, l'échange social entre employés, du management et bien sûr les signaux qu'on peut maintenant interpréter grâce au digital. Voici. Et je vous remercie de m'avoir écouté et c'était vraiment un plaisir de vous partager cette présentation.